Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 dans l'actualité. Ce soir, la coordination Dakar du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, exige la réouverture sans délai de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les syndicalistes ont initié un sit-in ce matin et demandent au conseil académique de l'UCAD de se décider lors de sa prochaine rencontre pour sauver l'année universitaire. Dans l'actualité politique, le mandataire de l'opposant Ousmane Sonko n'a toujours pas pu récupérer les fiches de parrainage malgré la décision de la Sénat demandant une réintégration du maire de Ziguinchor dans le fichier électoral. Aïb Dafé n'a pas pu rencontrer au siège de la Commission électorale nationale autonome cet après-midi le président de la commission chargé de lui remettre le document. Et puis la lutte contre l'insalubrité a un coût et la Sonaged, Société nationale de gestion intégrée des déchets, demande 76 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, budget nécessaire pour bien gérer le service de nettoiement au Sénégal, selon le directeur général de la Sonaged que vous entendrez dans cette édition. En sport, au lendemain de la victoire du roi des arènes Modou Lo sur Ama Baldé, la banlieue dakaroise commande la chute du fils de Falaye Baldé. Les fans de Ama Baldé trouvent que Modou Lo a été le meilleur. Vous aurez également dans la page des sports le Tour d'Europe des Lions. C'est à suivre en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite, la coordination Dakar du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, exige la réouverture sans délai de l'UCAD pour sauver l'année universitaire 2022-2023. En sit-in ce matin à l'université de Dakar, le SAES invite le conseil académique de l'UCAD à se décider lors de la rencontre prévue le 8 novembre prochain. Plus de détails avec Mme Seynabou Babou. Ils ont investi le temple du savoir, mais dans la main, ces universitaires marchent vers le rectorat avec un seul slogan, la reprise des cours à l'université. La reprise! Nous voulons la reprise! La reprise! La reprise! Après 5 mois de fermeture de l'UCAD, le SAES exige la reprise des cours en présentiel. Fatou Sekouyoum. 5 mois, ça suffit. Ça suffit parce que voilà 5 mois que l'UCAD est sorti de son chantier battu. Durant toute cette période, les dites autorités n'ont posé aucun acte concret pour une reprise des enseignements en présentiel, laissant visibles les stigmates des saccages. Il est alors impératif que l'UCAD se redresse par la reprise sans délai des enseignements en présentiel et surtout au moins pour sauver l'année académique 2022-2023. Les professeurs invitent leurs collègues membres du conseil académique à statuer ce 8 novembre pour une réouverture immédiate et sans condition de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le devenir de l'UCAD est entre vos mains. Vous, membres du premier conseil institué au sein de l'UCAD, la situation impose que vous décidiez le 8 novembre 2023 à l'unanimité à la reprise effective des enseignements en présentiel. Chers collègues et camarades membres du conseil académique, vous avez la destinée de l'UCAD entre vos mains. Vu le ras-le-bol généralisé, l'épuisement et l'exaspération de tous les enseignants, chercheurs et chercheurs qui traduisent simplement un immense désir de reprendre l'enseignement dans les amphis. Le SAES s'engage à accompagner les étudiants dans leur lutte pour que l'année universitaire 2022-2023 soit sauvée. Vu l'angoisse des étudiants, suffisamment atteints par la peur d'une année compromise, vous n'avez pas le droit de faillir. Au demeurant, la coordination du SAES Campus de Dakar maintiendra sa mobilisation ferme et résolue jusqu'à entière satisfaction. Main dans la main, nous devons parvenir par une reprise immédiate et effective des enseignements en présentiel à rassurer les parents d'étudiants, les étudiants, la communauté nationale et internationale. Après le collectif des étudiants de l'UCAD, le SAES Campus Dakar prend le relais. Les enseignants veulent rouvrir les amphithéâtres et dénoncent par ailleurs le mutisme des autorités face à cette situation. La section SAES de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio a également fait face à la presse. Elle s'est prononcée sur la situation globale des universités du Sénégal. Le syndicaliste exige l'ouverture immédiate des campus pédagogiques pour ne pas compromettre l'année universitaire. Ils étaient face à la presse. Compte rendu Babacar Seck.
La section de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio du syndicat autonome de l'enseignement supérieur exige l'ouverture des universités. La coordination SAES-UAM voudrait informer l'opinion nationale et internationale que la fermeture des campus universitaires ne milite pas pour un enseignement de qualité. Cette situation a fortement entraîné des perturbations des activités d'enseignement-apprentissage. En ce qui concerne la sécurisation des campus universitaires, après 5 mois de léthargie, l'État, en complicité avec certaines autorités académiques, semble jouer au dilatoire pour ne pas ouvrir les campus impactés par les événements de juin 2023. La coordination SAES-UAM exige la réouverture sans délai de tous les campus. La section SAES de l'UAM dénonce par ailleurs le non-respect des engagements de l'État du Sénégal après les accords. La régularisation des pensions de réversion des veuves et veufs des enseignants-chercheurs, l'achèvement et l'équipement des infrastructures pédagogiques et sociales des établissements d'enseignement supérieur, les recrutements significatifs d'enseignants-chercheurs pour atteindre un taux de 70% de permanents. Pour une montée en puissance effective de l'UAM, l'université Amadou Mahtar Mbow, la coordination rappelle à la tutelle son engagement d'accompagner l'université pour mener à bien cette expansion. Selon le coordinateur de la section de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, rien ne s'oppose à l'ouverture des campus et que si cette situation perdure, l'année risque d'être invalidée. Politique, je vous le disais dans les titres, malgré la décision de la Sénat demandant la réintégration dans le fichier électoral du maire de Ziguinchor, son mandataire n'a toujours pas pu récupérer les fiches de parrainage. Aïb Dafé, qui s'est présenté cet après-midi au siège de la commission électorale nationale autonome, n'a pas pu rencontrer le président de la commission chargé de lui remettre la fiche, mais il compte y retourner demain mardi. Le voici à sa sortie au micro d'Ami Diouf. Donc, suite au refus persistant et obstiné de la DGE, nous avons demandé à nos avocats de déposer une requête à la Sénat, donc depuis le jeudi, pour demander à la Sénat, comme l'autorise le code électoral, de substituer à la DGE pour nous donner les fiches de parrainage. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes présentés à la Sénat pour voir les responsables. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le président, mais nous allons revenir demain matin à 10 h pour le rencontrer et discuter du traitement de notre requête conformément au code électoral et pour récupérer les fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko. Nous avons constaté tous que depuis la requête, il y a eu un chamboulement dans la composition du Sénat. Ce décret, il faut le dire, est illégal. Ce décret ne respecte pas la loi portant création de la Sénat. Ce décret également ne respecte pas le code électoral, dans la mesure où la Sénat ne peut être renouvelée que tous les 3 ans au tiers. Mais nous avons vu qu'il a laissé volontairement expirer le mandat des membres de la Sénat ainsi que de son président pour, en tout cas, les avoir à sa portée et pouvoir les changer au moment voulu. Et ce décret-là, nous demandons au président de la République de le retirer immédiatement. Si ce n'est pas le cas, nous allons l'attaquer devant les juridictions parce que nous n'accepterons pas que des membres qui ont eu à appartenir à des mouvements de soutien de l'APR ou qui ont été candidats à des élections puissent être désignés comme membres de la Sénat. Cette affaire opposant Ousmane Sonko à l'État du Sénégal qui a atterri à la Cour de justice de la CEDEAO est mise en délibéré pour le 17 novembre prochain. Les avocats de l'opposant et ceux de l'État du Sénégal se sont largement exprimés ce matin devant la Cour. Les conseils de l'opposant dénoncent le caractère manifestement arbitraire de la dissolution de l'ex-parti PASTEF et allèguent la violation par l'État du Sénégal de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays.
Alors à présent à Diogo, c'est dans la région de Thiès. Les populations de cette localité dénoncent l'enclavement de la zone en partie due à la dégradation de l'axe Mboro-Diogo, une situation qui impacte négativement les activités de la population dans cette zone où la commercialisation des produits agricoles est devenue presque impossible. Les détails avec notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Sen. L'état de décrépitude des axes Diogo-Mboro et Mboro-sur-Mer inquiète les populations de cette zone. Toutes les promesses pour réhabiliter ces routes ne sont pas tenues à les entendre. Les populations de Diogo et ses environs reviennent encore une fois après plusieurs sorties à travers points de presse, marches et interpellations, vous faire part de leur profonde inquiétude et leur désarroi suite à l'état défectueux et chaotique du tronçon routier Diogo-Mboro et l'axe Diogo-Diogo-sur-Mer. En effet, ces axes sont prévus dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre, PCZA, dont les travaux devaient démarrer depuis le 1er juillet 2023 selon la direction de l'AGEROUTE. Cette situation impacte gravement les activités économiques qui tournent autour de l'horticulture. Mamadou Vieba, secrétaire général du mouvement Andé Taxawu Sunu Gox. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous signifier que la détérioration de ce tronçon, colonne vertébrale de la zone des Niayes, affecte dangereusement l'économie de ces braves paysans, les réduit à une pauvreté endémique et finit par les pousser à emprunter par pousser les jeunes à emprunter les périlleuses voies de l'immigration clandestine vers l'Europe et les Amériques. Le mouvement Andé Taxawu Sunu Gox évoque aussi le manque de chambres froides criées partout. Monsieur le ministre, un pays ne peut pas se développer sans une agriculture compétitive et le rayonnement du secteur agricole passe nécessairement par l'existence de chambres froides, de magasins de stockage, de marchés dignes de ce nom, implanté à Diogo et non à Diamniadio et ses environs. Diogo, Mboro et une bonne partie de la zone des Niayes connaissent aujourd'hui le phénomène de l'immigration irrégulière. Des zones comme Fassboy constituent des points de départ à l'aventure. Explication d'après les populations, la dégradation sans cesse des activités agricoles et l'enclavement de cette partie du département de Tivaouane à cause du mauvais état des routes. Et à Rufisque, des membres du Conseil pour le développement des quartiers de Colobane, Gouy Mouride s'opposent à la gestion de l'équipe actuelle du CODEL. D'après ses membres, le mandat du bureau en place s'est terminé depuis plusieurs années. Ils exigent la tenue au plus vite d'une assemblée générale. Seydou Cissé, président du Conseil de quartier, est au micro de Babacar Seck. Nous voulons que tout ce que nous faisons, qu'on aille à l'assemblée générale. Sur nos textes, on a dit que le mandat est de 3 ans. Ce mandat a expiré depuis 2019. Nous tous, nous le savons. Maintenant, la seule solution pour tout le monde, c'est d'aller à l'Assemblée générale. Celui qui est élu démocratiquement conduit les activités du collectif. C'est ça que nous appelons toutes les populations. C'est sur ça que nous appelons les autorités à nous aider à ce que nos textes soient appliqués rigoureusement. On n'a pas d'autre choix. C'est pourquoi nous commençons d'abord par une sensibilisation. Nous évitons les confrontations. Nous ne voulons pas aller jusqu'au bout avec ces gens-là. Mais il faut tenir compte qu'on peut dépasser les bornes avec tout le monde. Tout le monde peut dépasser un jour les bornes. Parce que nous sommes au poteau. Quand on est poussé jusqu'au mur, on est obligé de réagir. On ne peut pas laisser prospérer cette injustice-là, laisser des gens parler au nom des populations de Colobane Gouy Mouride, prendre des actes au nom des populations de Colobane Gouy Mouride et qu'ils n'ont aucune légalité. Ces actes qu'ils posent ne sont pas fondés sur aucune légalité. On ne peut pas les laisser faire tout ça. Je vous le disais dans les titres, la lutte contre l'insalubrité a un coût et la SONAGED, Société nationale de gestion intégrée des déchets, demande plus de fonds, plus de subventions et donc plus d'argent à l'État du Sénégal. 76 milliards de francs CFA d'ici à 2028. C'est ce qu'il faut à la SONAGED selon son directeur général Mastiam. Il s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement du plan stratégique de la SONAGED dénommé Exina. Je vous propose de l'écouter. Il faut bien qu'on relativise la problématique de cette subvention. Aujourd'hui, nous recevons entre 30 et 40 milliards
de subventions de l'État du Sénégal pour faire face aux services de nettoiement. Mais comme vous l'avez constaté il y a quelques jours, il y avait même un mouvement de grève des concessionnaires du nettoiement compte tenu de certains retards de paiement. Donc nous, le calcul qu'on a fait est basé sur deux hypothèses. Une première hypothèse, si nous voulons que le taux de collecte des ordures dans les déchets, qui aujourd'hui est de 38%, monte à 65%, donc un quasi-doublement du niveau d'accès des services de collecte au niveau des régions et un maintien de l'existant à Dakar, il faudra que le budget de l'UCG progresse pour atteindre un pic de 76 milliards en 2028. Mais on ne quitte pas 30 milliards pour aller directement à 76. On va aller à 50, 50 et quelques, 60, et le point d'atterrissage est de 76 milliards. Maintenant, si l'ambition est de monter le taux de collecte dans les régions à 100%, là, ça va chercher à 131 milliards. Mais ces chiffres n'ont rien à voir avec ce qui a été décliné comme budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est ce qu'on devra investir pour avoir des points de regroupement normalisés, avoir des points de collecte, avoir des centres de commercialisation, avoir suffisamment de centres d'enfouissement technique. Mais ce budget-là, bien collé, estimé aujourd'hui à 291 milliards, c'est des projets qu'on va faire avec le privé, en partenariat public-privé. Par contre, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire à Kaolack ou ce qu'on veut faire à Mbour. Nous avons même déjà reçu des offres spontanées. Donc l'exercice pour nous, c'est de mettre tout ça en cohérence et de l'arrimer à la stratégie nationale qui est définie par l'État du Sénégal. Mais ça ne signifie pas que l'État va devoir décaisser 291 milliards pour l'investir. C'est une estimation du portefeuille de projets d'investissement dans le domaine des déchets. Donc c'est un appel aussi au secteur privé pour leur dire qu'il y a un portefeuille d'investissement sur des projets qu'on estime rentables dans ce domaine-là. Et pour préserver la grosse des effets néfastes des changements climatiques, un camp de l'agroécologie paysanne pour le climat et la gestion communautaire des ressources naturelles a été installé au lac Rose. L'objectif est de sensibiliser sur la préservation du lac et trouver des solutions durables aux multiples agressions qu'il subit. Explication Babacar Seck. Pour la préservation du climat et de la biodiversité, la deuxième édition du camp de l'agroécologie paysanne se tient au lac Rose. Une sensibilisation sur les menaces autour du lac sera mise en avant. On ne sait plus où s'arrête, où commence l'assiette du lac. Il n'y a plus la couleur. Et entre autres, le remplissage du lac, la menace de l'emploi. Vous connaissez l'extraction du sel, qui peut être considérée comme une activité agricole. Pour rappel, nous sommes dans les activités agro-sylvo-pastorales halieutiques. Donc, valablement, on peut intervenir et venir camper ici. En tant que jeune, dénoncer tout ce qui se fait et qui va impacter négativement pour nous, pour notre avenir et les générations qui vont venir. Donc, la préservation du climat et de la biodiversité. Pour leur deuxième participation, les campeurs du Sénégal comptent accompagner les autorités dans la sensibilisation. Pour leur dire que la jeunesse sénégalaise et principalement les campeurs du Sénégal qui ont pour mission d'encadrer et aussi d'aider le gouvernement du Sénégal sur cette mission qui concerne à préserver l'environnement et conserver la biodiversité. Donc nous sommes là aujourd'hui pour leur faire une alerte et aussi nous sommes prêts à travailler avec eux, à les accompagner pour lutter en ce sens. Le conseil d'administration du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux se félicite de l'alliance de la jeunesse autour de l'agroécologie. On se félicite en même temps de l'esprit d'ouverture qu'il y ait une alliance des jeunes du Sénégal. C'est le plus déterminant pour nous. Parce qu'ici, on ne va pas parler seulement au nom des jeunes du CNCR, mais on peut parler des jeunes du Sénégal. Nous avons le Conseil de la jeunesse, nous avons des handicapés, des autres. C'est autant d'alliances, des autres mouvements comme nous, sociaux, autant de jeunes qui se sont retrouvés pour faire une alliance, pour agir ensemble sur des questions pratiques qui se posent à nous aujourd'hui, la question de la durabilité de nos productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Le camp va contribuer à la protection de la bande de filao à travers le reboisement de 2000 individus végétaux. Gestion de nos ressources naturelles. Les membres de l'amicale des inspecteurs et officiers de la douane comptent s'impliquer. Ils l'ont fait savoir lors de leur assemblée générale. Les membres de cette amicale se sont également réjouis du programme de modernisation de l'administration des douanes qui, selon eux, commence à porter ses fruits. Explication Muntaga Kane Mamadouba. Les membres de l'amicale des inspecteurs et officiers de la douane, qui se considèrent comme étant un laboratoire d'idées, ne manquent pas de faire des propositions concernant l'exploitation du pétrole aux autorités étatiques. À l'heure de l'exploitation du pétrole et du gaz, c'est une politique qui est conçue au niveau national.
La douane a son rôle à jouer et l'AMICA qui a d'ailleurs eu à organiser un afterwork au cours duquel ces thématiques ont été abordées. Mais je pense que dans tous les thèmes, aussi bien pour le pétrole comme la lutte contre la fraude, c'est des concepts et des instructions que nous recevons des autorités. Mais l'amicale étant un laboratoire d'idées, nous faisons toujours des propositions qu'on porte à l'attention du directeur général des douanes, qui les reportera au niveau du ministère des Finances dans l'élaboration des politiques publiques. Il soutient que la modernisation de l'administration des douanes est en train de donner des résultats probants. Ce programme de modernisation de l'administration des douanes est mis en œuvre depuis 2 ans maintenant. Et il commence vraiment à porter ses fruits. Et je peux citer comme exemple le déploiement du système Gaindé au niveau des régions frontalières, notamment le bureau de Rosso. Si les agents sont dus dans les meilleures conditions, les résultats suivent et c'est ce que nous constatons depuis 2 ans avec des hausses régulières des recettes douanières et des résultats issus du contentieux. Donc c'est un motif de satisfaction. Les douaniers ont profité de cette rencontre pour rendre hommage à certaines figures de proue de la douane telles que Moussa Touré, ancien ministre des Finances et ancien président de la commission de l'UMOA, Moussa Ngom, premier secrétaire général de la CEDEAO et l'ancien directeur général des douanes, Moustapha Tal, qui ont tous tenu à participer à cette rencontre. La lutte pour démarrer cette page des sports au lendemain de la victoire du roi des arènes Modou Lo sur Ama Baldé. La banlieue dakaroise commente la chute du fils de Falaye Baldé. Les fans de Ama Baldé trouvent que Modou Lo a été meilleur et qu'Ama Baldé s'est trop précipité dans ce combat. Ils ont réagi dans ce reportage de Boudal Diagne. Le combat tant attendu entre Modou Lo et Ama Baldé a tenu toutes ses promesses. Le roi des arènes conserve sa couronne. Un goût amer pour les supporters de Ama Baldé. Le combat a une déception, parce que je suis vraiment déçu de ce combat. Ce que j'attendais de Ama Baldé, je ne l'ai pas vu. Certes, j'habite Guédiawaye et que je supporte Ama Baldé parce qu'il est jeune et je crois que la couronne devait revenir à la nouvelle génération. Mais franchement, je n'ai pas vu ce que j'attendais de Ama Baldé. Certes, il a la force, mais il manque de vivacité. Non, man, je ne sais pas. Vivacité, là, pour quoi. Gëna gaaw xam nga gëna mom sa yaram loolu la gis mais Ama Baldé am na doole entraîné na ko xool xam ne ko am doole la machallah. Pour les fans de Modou Lo, cette victoire est une suite logique. Moi, j'ai toujours supporté Modou Lo. Hormis Balla Gaye 2, il n'y a pas un lutteur qui peut battre Modou Lo. Pour le battre, il faut vraiment oser l'affronter. Ama Baldé n'a pas cette capacité. S'il s'affronte 10 fois, Modou Lo va battre Ama Baldé parce qu'il est meilleur que lui. La personne qui est entrée dans l'enceinte pour départager les 2 lutteurs doit être aussi sanctionnée parce qu'il ne devait pas le faire. Ce n'est pas du tout normal. Il devait laisser Modou Lo continuer à battre Ama Baldé. Le derby entre Pikine et Parcelles Assainies s'est soldé par une victoire nette de Modou Lo. Ama Baldé doit encore patienter pour être roi des arènes. Et selon le technicien en lutte, Omar Diagne Omez, Ama Baldé n'a juste pas eu la bonne préparation physique nécessaire pour venir à bout de son adversaire Modou Lo. Ce dernier était selon lui en meilleure forme. Omar Diagne Omez invite le lutteur de Pikine à mieux s'entourer sur le plan technique. Sa réaction au téléphone de Papa Madiara Tessar. On a vu dans l'abordage de ce combat, Ama Baldé quand même qui a pris un peu de poids par rapport à son poids de forme, alors que Modou Lo était resté dans sa constance. Le renforcement qu'il devait avoir au niveau de son écurie et au niveau de peut-être de ses 200%, je dirais bien, parce qu'il y a des talents au niveau de Pikine qui pouvaient quand même l'accompagner, qui pouvaient l'appuyer et continuer à aller vers le travail. La différence des staffs techniques aussi, ça a prévalu dans le combat. Ama Baldé doit pouvoir quand même chercher avec des personnes autour de lui pour travailler du côté mental. Parce que le staff, ça compte dans un groupe. Le management du sport, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à tes côtés qui peut te donner des orientations. Mais si toutefois, Ama Baldé continue sur ce lancé, il pèsera quand même dans un moment où les gens ne croient un peu à lui. Et tout le monde sait qu'Ama Baldé est un très grand lutteur. Technique, tactique, physique, c'est un management du sport qui a fait défaut
à ce qu'Ama Baldé n'a pas pu quand même avoir une compétition durant ces 5. Football à présent, Lamine Camara délivre une passe décisive avec Metz qui concède le nul face à Lyon. Mori Diaw, toujours aussi solide sur sa ligne, donne un point à Clermont en Angleterre. Moussa Niakhaté et Idrissa Gana Gueye ont performé pour leur retour dans le 11, le Tour d'Europe des Lions. C'est avec Cheikh Diop. En France d'abord, Lamine Camara délivre une passe décisive avec Metz qui concède un nul, un but partout face à Lyon. La pépite du mois d'octobre poursuit sa bonne lancée et Boussani lui a joué son deuxième match avec le club lorrain. Malgré la titularisation d'Ismaïla Sarr et l'entrée en jeu de Iliman Ndiaye, Marseille a été tenu en échec par Lille, 0 partout. Nampalys Mendy était titulaire avec Lens et Formose Mendy avec Lorient dans un nul vierge au Moustoir. Même score entre Clermont de Mori Diaw qui a été très bon sur sa ligne face à Strasbourg. Avec Crépin Diatta et Ismaël Jacobs titulaires, Monaco retrouve la victoire 2-0 face à Brest. En Ligue 2 française, Quevilly bat Rodez 3-1 avec les toutes premières minutes de Pape Ousmane Sakho sous ses nouvelles couleurs. Pape Ndiaga Yadou, lui, était sorti à la 70e minute. En Angleterre, Moussa Niakhaté était revenu dans le 11 de Nottingham Forest. Il a même été élu homme du match lors de la victoire face à Aston Villa, 2-0. Idrissa Gana Gueye était également de retour dans le 11 d'Everton qui a fait match nul, un but partout face à Brighton. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Bonne suite des programmes.